Bonsoir. On est ici et on remercie au Centre culturel Umbral pour nous accueillir ce soir. Et aussi on remercie Flavio Neto qui est dans la caméra et Aníbal Férez qui s'occupe du son. Mais spécialement on veut remercier Philippe Moal qui est aujourd'hui avec nous. Il est un investigateur d'un thème très précis, la non-violence. Et il a fini, je comprends aujourd'hui, hier, justement, son travail qui s'appelle Violence et conscience. Alors, bienvenue Philippe. Merci Pia de m'inviter à présenter ce travail que je termine effectivement depuis hier. Oui, c'est bien, hein, c'est bien, c'est juste. Oui, ça fait 3 ans que je suis là-dessus. Et je suis content d'avoir terminé. Et qu'est-ce que c'est la non-violence active? Qu'est-ce que c'est ça? Et bon, c'est tout un thème effectivement très important aujourd'hui. Le titre de l'ouvrage, je l'ai appelé Violence et conscience. Oui. Parce que dans le titre même, il y a le problème et la solution. En fait. Et pourquoi ces dessins ici? Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on peut le faire voir? Oui, voilà. C'est un dessin que j'ai, qu'un ami qui s'appelle Robert Najli a réalisé récemment et qui illustre en fait cette démarche que j'ai eue d'études sur ce thème-là. Comme je disais, violence, conscience, c'est le problème avec la solution. Parce que la conscience, effectivement, sans conscience, sans qu'on se rende compte de quoi que ce soit, rien ne change. Oui. Mais ce que l'on constate dans la société d'aujourd'hui, c'est que la violence, c'est pas le problème, c'est la solution. Donc ça, c'est un problème sérieux. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc ça, tout part de là. Le thème principal, c'est justement voir ces violences que l'on subit ou que l'on provoque même aussi. Et puis comment on peut enrayer et offrir quelques pistes. Alors ce schéma, justement, ça représente la démarche que j'ai suivie, c'est-à-dire une entrée progressive dans le thème de la violence, c'est-à-dire en commençant par la périphérie, la violence les plus générales, extérieures, qui sont loin de nous, etc. Mais quel type de violence tu as vu? Justement, ça c'est un thème, il faut définir les violences. Parce que souvent, les gens pensent que c'est la guerre ou la violence brutale physique, alors que c'est un aspect. Il y a beaucoup d'autres formes, comme le racisme par exemple, la violence raciale, la violence religieuse qui est très d'actualité aujourd'hui, la violence psychologique. Enfin, il y a toutes les formes de violence aujourd'hui qui se manifestent malheureusement. Et donc je suis allé dans ce chemin-là, comme dans une spirale rentrante à l'intérieur de moi. Chaque fois plus profondément. Chaque fois plus profondément, j'étais arrivé à la racine. Et je me suis rendu compte, c'est pas nouveau parce que je travaille sur ce thème depuis des années avec les humanistes, donc c'est pas nouveau, mais je me suis rendu compte quand même qu'en allant à la racine de ce thème-là, commencent à apparaître des solutions. Mais avant d'aller à les solutions, est-ce que tu peux décrire un peu cette racine de la violence? Oui. De les diverses formes de violence? Des différentes formes. Oui, il n'y a pas seulement celle que tout le monde connaît, qu'on vit, violence psychologique, sexuelle, religieuse, etc. Peut-être que la plus compliquée aujourd'hui, c'est la violence institutionnelle. C'est-à-dire celle qui est imposée et pensée par certains hommes pour créer des problèmes à d'autres, en fait. Des violences institutionnelles où, dans certains cas, si on n'est pas violent, on est hors la loi. Par exemple, une femme qui veut avorter dans 70 pays de la planète, elle est hors la loi. C'est vrai. Donc c'est quand même beaucoup encore. Et donc c'est l'institution qui la condamne. Et en plus, si elle ne peut pas prouver ce qui lui est arrivé, elle est doublement violentée parce qu'elle va en prison pour diffamation. La violence institutionnelle. Institutionnelle. C'est celle qui est
qui est très préoccupante et celle qui est intentionnelle, évidemment. Oui. Parce que aujourd'hui, il y en a qui disent oui, mais la violence, elle est naturelle. Rien ne peut changer. Bon, avec cette croyance-là, évidemment, on peut justifier toutes les formes de violence possibles. Et voilà. Enfin. Et tu disais qu'en arrivant à la racine, oui. Tu as trouvé des solutions. Oui, en fait, bon, pour expliquer la démarche, la première fois que je suis allé m'exprimer en public pour le thème de la non-violence, ça devait être en 80, si je me souviens bien. Ok. Ça fait exactement 35 ans. Oui. Et j'ai commencé ce travail il y a 3 ans, ça fait un dixième du temps. Mais pendant ces 30 années, se sont accumulées des expériences dans les ateliers, dans les rencontres en France, au Bénin, en Afrique, en Roumanie. Et beaucoup d'échanges, de travaux et d'actions concrètes pour dénoncer la violence et aussi pour proposer des solutions. Et tout ça, curieusement, lorsque je me suis mis à travailler, ça m'est revenu. Cette expérience me revenait et ça m'a fait comprendre une chose qui est très importante que je touche là-dedans, à mon avis, c'est la conscience active. C'est-à-dire, souvent on parle d'inconscient. Ici, on parle dans ce travail, je parle de la notion de conscience, et non pas de l'inconscient. Et donc, je ne sais plus où j'en étais. La conscience active, la tu conscience la vois active. En rapport à toutes ces diverses formes de violence? Non, je la vois en rapport avec mon propre fonctionnement. Quand on se met dans une direction, quand on intentionnalise un regard, une focalisation de son attention, la mémoire et la conscience travaillent et renvoient des données. Oui, bien sûr. Même la nuit, quand je dormais, le matin, je me réveillais, j'avais une idée. Tu devais écrire. Je devais écrire l'idée qui m'était apparue, mais des fois, c'était un souvenir ou une expérience que j'ai vécue 10 ans avant. Ok, ok. Voilà. Donc, la racine, en fait, si on ne va pas à la racine, à mon avis, on ne peut pas modifier la violence. Et comment on pourrait modifier la violence? C'est une question. C'est la question, c'est la question. Oui, effectivement, ça commence par la prise de conscience. Par, comme société ou individuellement ou... En fait, c'est vrai que c'est une question de dire par où il faut commencer, par soi ou par la société. Oui. Mais comme les deux sont interdépendants, en fait, il faut faire les deux à la fois. Simultanément. Simultanément. Donc, au niveau individuel, évidemment, rechercher les racines de sa propre violence en méditant, par exemple, là, sont suggérées des pistes de solutions dont la méditation est un point essentiel. Méditer sur sa vie passée, sur son comportement actuel et sur les images que l'on a de l'avenir. Ça aide à clarifier et ça aide surtout à être face et à se rendre compte de sa propre violence. Oui. Tu as des exemples dans ton travail? J'ai commencé le travail par une série d'une douzaine d'exemples personnels. Pourquoi? Est-ce que tu pourrais raconter un, par exemple? Oui, on peut en prendre un, bien sûr. Pour comprendre la méthodologie que tu as... En fait, la méthodologie, c'est, quand je disais que c'est la conscience et non pas l'inconscience, c'est parce que ce travail est plus proche de la conscience monde, c'est-à-dire la phénoménologie, où il y a une interrelation entre le monde et moi, la conscience. C'est-à-dire, ma conscience, le monde existe parce que j'en suis conscient, et ma conscience existe grâce au monde en pleine activité. Alors qu'il y a des démarches, quand j'ai eu l'occasion de lire évidemment beaucoup de bouquins sur ce thème-là, la majorité sont sociologiques, des études générales pour arriver à des conclusions particulières. C'est pas cet angle-là. C'est pas non plus existentialiste où c'est l'homme qui
à partir de son intellect, ses émotions, l'homme-monde peut comprendre la violence. Non, c'est à partir de mes propres sensations, je l'appelle registre interne, que je suis capable de détecter. Et tu fais référence à quel auteur, à quelle pensée? Oui, alors justement, le travail est truffé de citations et de références, bien sûr, aux personnages connus, historiques de la non-violence, comme Gandhi, Thoreau, etc. Mais aussi à des écrivains comme Zweig, Asimov, qui disaient d'ailleurs que la violence était le repère de l'incompétence, le refuge de l'incompétence. Oui. Bon. Et puis, au niveau plus profond, au niveau de la conscience, je suis basé sur la psychologie de la conscience de Silo. Et puis, sur des travaux, des écrits, des séminaires que j'ai travaillé avec des amis depuis des années, des écrits divers sur ce thème-là. Alors, tu étais en train de nous faire voir comment, d'un témoignage personnel, on peut aller à la racine de la violence. Oui, tout à fait. Parce que quand on dénonce une violence à l'extérieur, elle est à coup sûr déjà en soi-même, sinon on ne la verrait pas. Oui. Donc le fait de s'observer soi-même, on a déjà là les clés, les réponses. Mais bien souvent, malheureusement, on n'accepte pas. Enfin, c'est très difficile de reconnaître que l'on est violent. Pourquoi? C'est plus facile de dire, toi, tu es violente. Oui. L'autre est violent, quoi. Oui. Mais reconnaître que soi-même on l'est, c'est sûrement un empêchement majeur. Pourquoi? Parce que ça renvoie à soi-même, c'est à la difficulté que l'on a justement à être épanoui. On ne se reconnaît pas en tant qu'humaine. Je ne sais pas si c'est ça, mais toujours est-il que y a une grosse difficulté à accepter, et ça doit commencer par là le travail. Oui. Accepter, voir la violence dans la société déjà, parce que évidemment je peux regarder des images ou des situations dans le quartier de violence, mais les voir de façon intellectuelle. Oui. C'est-à-dire être révolté, bon d'accord, mais il ne se passe rien. Il faut que ça descende dans l'émotion. Et c'est ce travail-là qui est fait. C'est quand on arrive à sentir ce que l'on voit qui est incohérent ou violent, que ça commence à se modifier. Mais ça ne suffit pas. Il faut encore aller plus loin, jusque dans le corps. Quand on arrive à sentir la violence dans ses propres tripes, c'est que là, il y a un rejet réel de la violence. Sinon, ça reste à des franges intellectuelles, émotives. Oui. Donc, le travail pour arriver à la racine, c'est justement arriver au registre profond synesthésique interne. D'accord. C'est assez douloureux d'ailleurs de voir la violence d'une personne en face de soi, mais c'est la seule non inhumaine, on peut dire. C'est préférable de se connecter pour essayer de modifier que de faire comme ça se passe dans la majorité des cas aujourd'hui, l'indifférence. Je regarde ailleurs, ça n'existe pas. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. La violence est tellement omniprésente qu'on ne la voit plus. Oui. Hein? Oui. Je ne sais pas si tu as cette expérience aussi. Mais... Philippe, et comment tu travailles avec les gens ce thème? Pour l'instant, je n'ai fait que simultanément à ce travail, j'ai fait quelques conférences. Oui, mais tu as développé des ateliers, n'est-ce pas? Voilà. Et au cours des conférences, je me suis rendu compte qu'il y avait une demande de travailler pratiquement les thèmes, pas seulement théoriquement dans un exposé. Et donc, oui, à partir de là, sont sortis 6 ateliers. 6 ateliers. Oui. Et les premiers, c'est justement se rendre compte de la violence. Et l'accepter, la voir, la reconnaître. Ensuite, c'est toute la relation entre la conscience et la violence, et la conscience active dont je parlais, qui est un concept fondamental
Et donc là, j'explique le fonctionnement du psychisme et tout ce circuit des stimuli qui nous arrivent du monde, qui arrivent à nos sens et que l'on perçoit, qui sont plus ou moins vécus brutalement et que l'on mémorise. Et de la mémoire, ça va aussi à la conscience et avec tout ça, on donne une réponse dans le monde. Une conduite. Une conduite, oui. Une conduite. Mais ce qui se passe, c'est que entre ce que l'on reçoit et ce que l'on va donner comme réponse, eh bien, on fait beaucoup de transformations en fonction de notre vécu. Et si je suis élevé dans un milieu violent, mes références autour de moi, comme enfant, sont un frère qui dit il faut être violent pour que ça fonctionne, je vois l'autre qui bat son ami, etc. Se forme en moi une conscience violente en quelque sorte. Une culture. Une culture, on peut dire, Et c'est un peu ce qui arrive aujourd'hui, de laquelle on a beaucoup de mal à s'en sortir. En neurosciences, ils disent que la répétition d'actes crée de nouveaux chemins neuronaux. Et ces nouveaux chemins, s'ils sont violents, eh ben, ça devient presque un déterminisme. Très difficile d'ouvrir une autre voie, non ? Très très difficile. De sorte que si on inverse la question, on se dit mais si on habituait par la communication dans les écoles avec les enfants à exprimer ce qu'ils ressentent qui peut leur générer de la violence, si on ouvre de nouveaux chemins de compréhension, de nouveaux chemins neuronaux de réaction positive face aux stimuli agressifs qu'ils peuvent recevoir, parce qu'aujourd'hui c'est un peu ça, ça peut déboucher à des choses vraiment intéressantes. Il y a même récemment une chercheuse qui défend le fait que le bébé, quand il naît, là c'est décisif. Pourquoi ? Parce que c'est décisif dans le sens où il reçoit ou pas de l'affection. S'il reçoit de l'agressivité, il le sent, il le capte, et tout ça s'enregistre dans ses neurones. Alors bon, c'est vrai que c'est une étape décisive, mais il y en a beaucoup d'autres, des étapes importantes. Bien sûr, il n'y a pas que ça. Et donc, tournons à ces ateliers. Comment on travaille ? On travaille en groupe, on travaille... Comment sont ces 6 ateliers sur la non-violence ? Essentiellement en groupe. Un groupe de travail, en petit groupe pour pouvoir communiquer. 4 personnes, 4, 5 personnes, et après rapporter aux autres, des scènes de théâtre, se mettre en situation. Voilà, c'est rien d'extraordinaire, mais comme ça, extérieurement, c'est pas extraordinaire, mais ça produit des choses. Parce que quand tu parles, on pense que c'est très difficile, assez difficile de sortir de cette violence. Alors, je me demande si ces ateliers, comment on peut nous aider. Oui, c'est très difficile de sortir des habitudes. Surtout. Mais le simple fait de le voir produit des modifications. Et là, bien sûr, ces dernières années, j'étais là-dessus, mais dans ces ateliers qu'on faisait dans différents quartiers à Paris, par exemple, c'est par la communication entre les personnes qu'apparaissaient des solutions. Après, évidemment, il y a des techniques plus profondes, comme méditer, en faisant le vide, par exemple, pour faire apparaître de nouvelles réponses. Mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Quand même, si les personnes que nous voient aujourd'hui voudraient se mettre en contact avec toi, voudraient organiser un atelier, une chose comme ça, où est-ce qu'ils peuvent écrire À partir du mail, je pense. Est-ce que tu veux nous donner ton mail? Non, dis-le parce que c'est plus facile. Mais je dois l'écrire d'abord parce que consciente. Alors je vais donner le mien, c'est plus simple. P-moelle.
Comme Philippe. P comme Philippe, Moal, M-O-A-L, Oui. 2012, et @gmail.com. Oui. Oui, alors on peut te demander de faire un atelier comme ça, tu peux le donner. Oui, ou même à distance, je peux le transmettre à des Même gens à qui le distance, feront. même à distance. Bien sûr. Tu as un matériel, tu pourrais envoyer ta recherche. J'espère l'envoyer bientôt. Là, je l'ai terminé hier, ça va être lu, corrigé, sûrement il y a des fautes, des choses comme ça. Mais dans le mois d'octobre, je pense que ça va partir. Et c'est le mois de la non-violence active. Effectivement, Oui. ça commence presque le premier jour. Oui, oui. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui ici. Oui. Et c'est pour ça qu'on a parlé de tout ça. Je pense que c'est le meilleur moment pour approfondir ce thème. Et bien, je veux te remercier beaucoup pour cette introduction au thème assez difficile, assez complexe, mais très actuel, très important pour notre société, pour nous-mêmes comme personne. Non? Merci à toi en tout cas.